Hello la canaille. Je viens de finir la lecture du livre One Up on Wall Street de Peter Lynch, publié en 1989. Une vraie archive à l'heure où on parle de métaverse, de crypto-coin, de chat GPT. Ça fait du bien des fois de prendre une bonne bouffée d'air pur et de bon sens. Et c'est tout ce qui se trouve dans ce livre. Alors Peter Lynch, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Bel homme, bonne gueule, gentleman, belle cravate. Il était à la tête du fonds Magellan pendant plus de 13 ans. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le bonhomme n'a pas eu une seule année dans le rouge. De 77 à 90, et le rendement annualisé qu'il a obtenu a été de 29% sur cette période. En bref, il a humilié tout le monde. Malgré toutes les théories selon lesquelles il est impossible de battre le marché, blablabli, blablabla. Alors c'est quoi son secret ? Eh bien, son talent à lui, c'était de comprendre parfaitement à quel type d'entreprise il avait affaire. Et dans son livre, que je recommande vraiment chaudement, il décrit en détail 6 catégories d'actions que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Très intuitivement, on n'investit pas de la même manière sur une entreprise que sur une autre. Sanofi, par exemple, qui est déjà au max, il n'y a plus rien à conquérir, la croissance est faible, il y a près de 100 000 employés. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Inversement, Netflix, c'est une boîte en pleine croissance. Entre 2011 et 2022, son chiffre d'affaires a fait presque x10. On est donc bien confronté, vous le voyez, à deux types de boîtes diamétralement opposées. Partant de là, celui qui investit dans Sanofi en espérant faire x2, x3, x4 sur sa mise, il est complètement à côté de la plaque. De même que celui qui se positionne sur Netflix et qui encaisse ses gains après avoir réalisé 5 ou 10%, bof, c'était tout le contraire qu'il fallait faire. Et ben voilà, ça nous fait déjà deux profils d'entreprise différents. Et notre ami Peter Lynch, il était excellent dans la reconnaissance de ces catégories. Ce qui fait qu'il avait une idée très précise du gain qu'il pouvait espérer. Parce qu'il n'y a pas plus grand drame pour un investisseur que d'empocher ses gains après avoir réalisé, mettons, 25% de plus-value, et de voir que la boîte, elle double, elle triple, elle quadruple, elle quintuple. Regardez Walmart, entre 1988 et aujourd'hui, elle a fait x75. Et je parle même pas des dividendes qu'elle a versés pendant toute la période. Chaque année, sans faillir. Alors imaginez-vous en 1988, quand les Lakers de Los Angeles et de Magic Johnson remportaient les finales NBA et que Michael Jackson chantait Smooth Criminal, imaginez qu'à ce jour-là, vous aviez acheté Walmart à 2$ l'action. Et qu'en 1989, vous l'ayez vendu 2,50$. Avec une plus-value de 25%. En vous disant... Bon, c'est déjà pas mal, j'ai fait une belle affaire. Et ça aurait été sans doute la pire décision de votre vie. Vous seriez passé à côté du x75. C'est une vraie tragédie dans la vie d'un investisseur, on est d'accord. Il suffisait d'avoir rangé Walmart dans l'une des 6 bonnes cases qu'on va voir et de s'y tenir. Alors du coup, quelles sont-elles ces 6 catégories ? La première, c'est les slow growers. C'est des entreprises qui sont déjà au max. On a parlé de Sanofi, c'est typiquement le cas. La croissance est faible, si le chiffre d'affaires grimpe de 4 ou 5% par an, bon, c'est déjà un accomplissement. On peut donner un autre exemple, Michelin, qui a une croissance de son chiffre d'affaires de 3,4% annualisé entre 2010 et 2022. C'est pas le futur, on est d'accord. Mais si on est capable de l'acheter quand elle prend un carton, comme en 2020, et qu'on la revend en 2021 avec 20-30% de plus-value, c'est déjà un bon deal sur une année et demie. Sur Michelin, vu son profil, n'espérez pas faire x50. Voilà, c'est une belle boîte, solide, avec un dividende très intéressant. On peut y aller sans crainte sur ce genre de boîte, mais il faut toujours investir avec bon sens. Et en répétant l'opération sur plusieurs slow growers, les uns à la suite des autres, et en empochant comme ça des tickets de 20% en un an et demi à chaque fois, au bout de quelques années, ça paye fort. Fondamentalement, ce sont de bonnes entreprises, il n'y a pas de souci là-dessus.
Elles sont chacune dominantes dans leur segment. Peu de croissance, ça ne veut pas dire pas d'opportunité. Deuxième catégorie, les stalwarts. Ça c'est pareil, c'est des entreprises qui sont déjà très bien installées sur leur marché. On pourrait croire qu'elles sont au max, mais en réalité quand on creuse les chiffres, elles sont encore en croissance. Et pas dégueu d'ailleurs. Des boîtes comme Nike, ça réalise encore 8-10% de croissance annualisée par an. Même chose pour Microsoft. Alors il y en a qui vont dire que c'est une boîte de croissance. Non. 60 milliards de chiffre d'affaires en 2010 et 200 milliards de chiffre d'affaires en 2022, ça fait 9,7% par an. Ces boîtes-là, on peut les jouer un peu comme les précédentes. Attendre qu'elles prennent un énorme scud et rentrer dessus et repartir peut-être au bout d'un an avec 40% de plus-value par exemple. Ou alors, comme ce sont de belles entreprises et qu'elles continuent à se développer, les chiffres le disent d'ailleurs, on peut les garder sur du plus long terme et attendre qu'elles soient peut-être en perte de vitesse. Moody's par exemple, l'entreprise qui donne des ratings, vous savez, AAA, AA+, triple B-, machin, eux ils ont enregistré 11% de croissance annualisée sur les 12 dernières années. C'est bien. D'ailleurs l'action s'est très bien comportée. Sur les stalwarts, après quelques années de patience, on peut très bien faire x2, x3 en quelques années. C'est déjà stylé. Catégorie 3, les cycliques. Là, comme le nom l'indique, ce sont des entreprises qui font du yo-yo en permanence. Et il n'y a rien de choquant, c'est pas une anomalie du tout. C'est directement lié à l'activité de la boutique. Les automobiles sont un très bon exemple. Renault typiquement, mais aussi dans les transports aériens, Lufthansa ou ArcelorMittal. En gros, c'est des entreprises qui suivent l'économie. Quand c'est la galère, que le chômage augmente, que les pays s'endettent, qu'il y a de l'inflation, blablabla, les gens ils vont pas s'acheter une voiture neuve. Les profits de Renault vont donc plonger. D'ailleurs, les gens ne partent pas non plus en vacances. Les compagnies aériennes ne font plus de bénéfices. Le prix de l'acier s'est effondré, Arcelor tombe, bref, c'est des entreprises qui suivent l'économie. Ces boîtes-là, elles sont pas mauvaises du tout, Attention. Simplement, elles se calquent sur l'économie. Par conséquent, c'est des entreprises qui peuvent se faire massacrer. Elles peuvent tout à fait perdre 50%, 60%, 70%. Sur ces boîtes-là, surtout, il ne faut pas paniquer. Elles vont monter et descendre rapidement, ça fait partie de la règle. Numéro 4, les turnarounds. Les turnarounds, c'est les entreprises qui se sont faites massacrer en bourse, mais à juste titre. Des boîtes au bord de la faillite ou qui ont déjà fait faillite. Chez elles, il n'y a pas de croissance, bref, c'est des boîtes en galère, les investisseurs n'y croient plus, l'entreprise ne reviendra jamais, elle est criblée de dettes, rien ne va, l'action a perdu 95%, c'est la cata. Ces boîtes-là, faut être très vigilant, elles peuvent ne jamais revenir. Mais des fois, on peut avoir de bonnes surprises. La boîte peut se redresser, le management change, on coupe les coûts, on ressente l'activité sur son cœur de métier historique, ce qu'elle faisait de bien avant de se diversifier. Et ces entreprises qui étaient déprimées, si le virage s'opère dans de bonnes conditions, elles peuvent revenir. Qui sait, c'est peut-être le cas de Atos aujourd'hui. En 2017, ça valait 100 € l'action. En octobre 2022, ça valait 8 €. Donc ça avait perdu 92%. Maintenant, il y avait de bonnes raisons. C'était justifié. Et peut-être qu'elle va se redresser, qu'elle va revenir à 20, qu'elle va revenir à 30, qu'elle va revenir à 40 €. Autre exemple, Orpea, les maisons de retraite. Il y a eu une série de scandales, ils sont écrasés sous des milliards d'euros de dettes qu'ils ne savent pas rembourser, donc logiquement la boutique a fait le saut de l'ange. Imaginez, c'était tombé à 120 €, 120 €. Maintenant ça vaut 1,80 €. Ça vaut une baguette de pain. Ça a perdu 99%. Peut-être qu'ils vont vendre des établissements, restructurer la dette, chercher des financements. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sait, l'entreprise, elle peut repartir. Et la crise actuelle ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Numéro 5, asset play. Ça, c'est des cas un peu plus délicats à remarquer. C'est des entreprises qui possèdent quelque chose de vraiment valable, mais c'est pas encore reflété dans le prix de l'action. Ça peut être une compagnie minière, typiquement, qui extrait, j'en sais rien, de l'or en Australie.
et qui pourrait être soumise à une règle comptable qui la force à enregistrer ses kilos d'or au bilan au prix historique. Mettons l'entreprise, elle extrait 1 tonne d'or par an depuis 1980. Bon, en 2023, elle aura 43 tonnes d'or. Or, le cours de l'or a évolué pendant toutes ces années. En 80, c'était $450 l'once, en 81, c'était 570, en 82, 394, etc. Sauf que, en 2022, ça valait $1800 l'once. Donc les 43 tonnes d'or au bilan, si elles sont enregistrées au prix historique, elles vaudront beaucoup moins sur le papier que si on faisait tout simplement 43 tonnes fois $1800, la valeur réelle aujourd'hui de ce stock, si l'entreprise se décidait à le vendre. Un autre exemple, ça peut être une entreprise active dans l'élevage des bovins, dont les 1 million d'actions se négocient $20 chacune. Mais comme cette entreprise possède les terres sur lesquelles elle exploite les bêtes, faut en tenir compte. S'il y a 500 hectares, c'est-à-dire 5 millions de mètres carrés, ça vaut quelque chose. Il y a 1 million d'actions dans cette exploitation, on a dit. Donc pour chaque action que vous achetez, virtuellement, vous obtenez 5 mètres carrés de terre. Avec le prix d'une action à $20 seulement, vous avez 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, franchement, ça vaut plus que $20, non? Enfin, à voir. Dernier exemple, qui vous parlera peut-être plus, c'est Walt Disney Company, qui détient de très grandes marques. Mickey, les Avengers, Star Wars, ça vaut quelque chose. Quand elle cède les droits d'exploitation de sa licence Star Wars à un développeur de jeux comme Electronic Arts, Disney va empocher un joli chèque. Et enfin, 6e catégorie, les fast growers. Voilà, nous y sommes, les entreprises de croissance. Le fric, il est là. C'est les grands gagnants boursiers, ils se trouvent ici. Les fast growers, ce sont souvent des boîtes jeunes, en pleine expansion, qui vont à vitesse grand V, qui défoncent tout, avec une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices de 30% par an. Le vrai pognon, il est ici. On a tous rêvé d'acheter Apple ou Tesla quand ils en étaient encore à leur balbutiement. Ça, c'est des boutiques, tant qu'il y a de la croissance, il faut les garder. On peut faire x5, x10, x50 et même plus. x100, ça existe. Ça peut être vraiment de la folie. Évidemment, ces entreprises sont aussi les plus risquées. Quand on les achète et qu'elles sont jeunes, mal financées, elles peuvent se faire absorber par un géant. Il y a énormément d'incertitudes. Prenez Evolution AB, une boîte suédoise qui fait des jeux de paris d'argent, casino, blackjack, poker, pour smartphone. Eux, voyez le graphique, facile à mémoriser. En 2015, ça valait 15 balles. En 2021, ça vaut 1500. Donc, x100 déjà. Amazon aussi, pendant des années, ça a été un fast grower. Maintenant, ça s'est un peu tassé, même s'il y a toujours de la croissance. Mais le mec qui avait placé ses billes dessus en 2005, 2006, 2007, et qui a été assez discipliné pour attendre 2023, lui aujourd'hui il fait x70, x80, quelque chose comme ça. Donc conclusion, Peter Lynch, s'il a obtenu de tels résultats pendant les 13 ans où il a dirigé le fonds Magellan, c'est parce qu'il avait les pieds sur terre et que pour chaque investissement qu'il faisait, il identifiait d'abord à quelle catégorie appartenait l'entreprise. Donc il savait quel type de profit il pouvait espérer et quelle durée de détention ça lui demanderait. Bien sûr, il faut rester agile. Une entreprise peut se trouver à cheval entre deux cases. Et la plupart des entreprises, durant leur existence, elles vont changer de catégorie si ça leur est pas déjà arrivé. Allez, là-dessus, je vous laisse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!